Bonsoir, et bienvenue au journal télévisé du jour, ici Albert Rochefort et aujourd'hui nous sommes le 6 juin, vendredi, bonjour. L'article de CNN intitulé « La querelle entre Donald Trump et Elon Musk explose alors que le président suggère de réduire les contrats gouvernementaux du milliardaire » se penche sur l'escalade du conflit entre le président Donald Trump et le milliardaire de la tech Elon Musk. Le conflit s'est intensifié après que Musk a critiqué le « One Big Beautiful Bill Act », une importante proposition législative de Trump. Musk a qualifié ce projet de loi d'abomination répugnante, principalement en raison de son augmentation prévue de 2000 milliards de dollars du déficit fédéral au cours de la prochaine décennie et de son potentiel de démantèlement du département de l'efficacité gouvernementale, DOGE, une initiative qu'il soutenait fermement. En réponse, Trump a exprimé sa déception envers Musk, affirmant que leur relation s'était détériorée suite à ses critiques. Il a également suggéré que sans le soutien de Musk, il aurait perdu l'élection de 2024, insinuant que son influence politique était cruciale. Musk a répliqué à ses propos sur les réseaux sociaux, accusant Trump d'ingratitude et affirmant que son implication avait été cruciale pour sa victoire. Cette querelle a conduit Trump à menacer publiquement de révoquer les contrats gouvernementaux de Musk, aggravant encore les tensions entre les deux hommes. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, Roger Hutchinson, Premier ministre actuel de Robloxia, prononcera un discours spécial sur la déclaration du Premier ministre sur le danger des gouvernements spécialisés face aux obligations tarifaires universelles. Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Le Premier ministre Roger Hutchinson, de Robloxia, a prononcé aujourd'hui un discours convaincant. Soulignant les défis croissants auxquels sont confrontés les gouvernements spécialisés du monde entier. S'exprimant depuis la capitale, M. Hutchinson a insisté sur les pressions financières critiques imposées par les plans tarifaires universels, qui menacent de compromettre l'autonomie et l'efficacité des administrations régionales. Il a cité le fardeau symbolique de 134,14 $ comme représentatif des problèmes systémiques plus vastes qui affectent la gouvernance dans un monde interconnecté. M. Hutchinson a appelé à une plus grande collaboration internationale afin de créer des systèmes tarifaires flexibles et équitables, respectueux des réalités économiques spécifiques de chaque gouvernement. Mesdames et messieurs, distingués membres de la presse, chers alliés. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour aborder une question d'une importance capitale qui touche au cœur même de notre gouvernance et de notre stabilité économique. À travers le monde, les gouvernements spécialisés, chargés de répondre aux besoins uniques de leur région et secteur, se retrouvent de plus en plus en péril. Ce péril découle d'un fardeau croissant, l'obligation universelle de faire face à des exigences financières à la fois complexes et substantielles, illustrées par les plans tarifaires actuels s'élevant à un coût de 134,14 $. Ce chiffre, bien que paraissant modeste isolément, représente un défi beaucoup plus vaste et profond. Il symbolise la pression financière grandissante à laquelle les gouvernements spécialisés sont confrontés dans un monde interconnecté. Ces gouvernements, qui jouissaient autrefois d'une certaine autonomie fiscale et d'une flexibilité opérationnelle, doivent désormais composer avec des charges uniformes qui menacent leur capacité même à gouverner efficacement. Le péril auquel nous faisons face ne se limite pas aux chiffres ou au budget. Il s'agit de souveraineté, de la capacité des gouvernements à adapter des politiques qui correspondent au paysage socio-économique unique dont ils ont la charge. Lorsque les gouvernements spécialisés sont accablés par des tarifs universels, leur agilité diminue, et leur mandat de servir leur population est compromis. Ils se retrouvent piégés dans une toile économique où les solutions uniformes érodent la diversité même de la gouvernance. De plus, cette obligation financière universelle soulève des questions d'équité et de justice. Les gouvernements spécialisés gèrent souvent des ressources et des populations aux besoins et capacités très différents. Imposer un fardeau tarifaire fixe de 134,14 $, sans tenir compte de ces différences, place un poids injuste sur certains, tout en offrant un allègement disproportionné à d'autres. Cela risque d'aggraver les inégalités existantes et de déstabiliser les économies régionales. Dans ce contexte, il est impératif que nous,
En tant que dirigeants et partenaires sur la scène mondiale, reconnaissons les dangers inhérents à de tels cadres tarifaires uniformes. Nous devons chercher un équilibre qui respecte la souveraineté et les circonstances spécifiques de chaque gouvernement spécialisé tout en défendant les principes de responsabilité partagée et de soutien mutuel. Pour naviguer dans ces eaux tumultueuses, la collaboration est essentielle. Les gouvernements doivent travailler ensemble pour concevoir des systèmes tarifaires flexibles et adaptables. Ces systèmes doivent refléter la diversité de nos régions et secteurs, assurant que les charges financières ne deviennent pas un outil de répression, mais plutôt un catalyseur de croissance équitable et de résilience. Nous devons aussi renforcer la transparence et le dialogue. Ce n'est qu'à travers des canaux de communication ouverts que nous pourrons comprendre pleinement l'impact des tarifs universels sur les gouvernements spécialisés et élaborer des politiques justes et durables. L'avenir de la gouvernance dépend de notre capacité à innover, à nous adapter et à répondre à ces défis avec sagesse et unité. Pour conclure, permettez-moi d'insister sur ceci, le péril des gouvernements spécialisés face aux obligations financières universelles n'est pas une menace lointaine, c'est une réalité présente qui exige une attention urgente. Nous sommes à la croisée des chemins où les choix que nous ferons définiront l'efficacité, la justice et la légitimité de la gouvernance pour les générations à venir. Engageons-nous à travailler ensemble, au-delà des frontières, des secteurs et des disciplines, pour faire en sorte que les cadres financiers que nous établissons servent à renforcer, plutôt qu'à mettre en péril, les gouvernements spécialisés qui sont essentiels à notre prospérité et à notre sécurité collective. Je vous remercie. Empower, rather than imperil, the specialized governments that are vital to our collective prosperity and security. Thank you. Son message a souligné l'importance de la transparence, de l'équité et du soutien mutuel pour prévenir l'érosion de la souveraineté et assurer un développement durable. Le discours du Premier ministre a eu un large écho, soulignant l'engagement de Robloxia à mener les efforts mondiaux en faveur de cadres financiers équilibrés et adaptatifs. Hutchinson a conclu en appelant les nations alliées à s'unir pour protéger les gouvernements spécialisés contre des charges financières uniformes qui pourraient compromettre leur avenir. Chaîne de télévision française 3, le jour de l'information. Lors de la récente conférence parlementaire européenne, Yves Allard a réussi à rallier les convictions nécessaires à la présidence pour renforcer la stabilité des mécanismes de coordination avec ses homologues Yunlong Jintao et Yvonne Cambrai. Cette alliance stratégique vise à consolider les efforts conjoints des différentes nations face aux défis contemporains, notamment en ce qui concerne la crise ukrainienne. Les efforts combinés de ces dirigeants illustrent une volonté commune de promouvoir un monde ouvert, tout en répondant aux préoccupations urgentes liées à l'invasion ukrainienne. Plus encore, cette collaboration prend en compte les dimensions spirituelles et religieuses qui jouent un rôle crucial dans les directions géopolitiques mondiales actuelles. La coordination entre Allard, Jintao et Cambrai symbolise une nouvelle étape dans la gestion multilatérale des crises, où diplomatie, humanitarisme et réalité religieuse se croisent pour créer des réponses plus holistiques. Par leurs actions concertées, ces leaders cherchent à stabiliser non seulement les alliances politiques, mais aussi à favoriser un dialogue interculturel indispensable face aux tensions globales. Cette approche innovante souligne l'importance d'un engagement renforcé des instances parlementaires dans la gestion des conflits internationaux, avec un regard attentif aux enjeux humains et spirituels. Déclaration à la presse d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, concernant les membres du personnel de l'ONU décédés. Ce matin, la famille des Nations Unies se réunira pour rendre hommage à 168 de nos collègues qui ont perdu la vie en 2024. Discussion sur le mandat par le membre. Ce matin, la famille des Nations Unies se réunira pour rendre hommage à 168 de nos collègues qui ont perdu la vie en 2024. C'est toujours une cérémonie intime, partagée avec les familles des disparus. Mais je crois que cette occasion appelle aussi une réflexion plus publique. Les femmes et les hommes que nous honorons aujourd'hui ne sont pas que des noms sur une liste. C'étaient des personnes extraordinaires,
chacune une histoire de courage, de compassion et de service. Ils étaient animés par la quête de la paix, par l'urgence d'atténuer la souffrance humaine, et par la conviction que chaque personne, où qu'elle soit, mérite dignité et protection. L'année écoulée a été particulièrement dévastatrice à Gaza. La cérémonie d'aujourd'hui rend hommage à 126 de nos collègues tués là-bas, dont 125 au service de l'UNRWA. Plus d'un membre du personnel de l'UNRWA sur 50 à Gaza a été tué dans ce conflit atroce. Il s'agit du bilan le plus lourd de pertes humaines de l'histoire des Nations Unies. Certains ont été tués en apportant une aide vitale, d'autres aux côtés de leurs familles, d'autres encore en protégeant les personnes vulnérables. Le sacrifice de nos 168 collègues tombés partout dans le monde, humanitaires, soldats de la paix, artisans de la paix, est une tragédie. Il nous rappelle également la responsabilité que chaque membre du personnel de l'ONU assume chaque jour. Et il est important que le monde entier en prenne conscience. Car, alors que nous pleurons ceux qui ont disparu, nous devons également rendre hommage aux vivants, les milliers de membres du personnel de l'ONU qui servent aujourd'hui dans le monde entier, accomplissant les missions qui leur ont été confiées par les pays qui composent l'Organisation des Nations Unies. Ils ne recherchent pas la reconnaissance. Ils cherchent à faire changer les choses. Lorsqu'un conflit éclate, ils œuvrent pour la paix. Lorsque la violence et les catastrophes frappent, ils apportent une aide vitale. Lorsque les droits sont bafoués, ils s'expriment. À notre personnel toujours en service dans les zones de crise du monde entier, je dis: votre courage nous rend humbles. Votre résilience nous inspire. Et au monde entier, je dis: nous ne nous laisserons pas abattre par la souffrance. Nous n'accepterons pas le meurtre de membres du personnel de l'ONU. Nous n'accepterons pas que le meurtre d'humanitaires, de journalistes, de professionnels de la santé ou de civils devienne la nouvelle norme, où que ce soit et en toutes circonstances. Il ne doit y avoir aucune place pour l'impunité. Aujourd'hui, je salue chaque membre de la famille des Nations Unies. C'est l'honneur d'une vie de servir à leur côté. Je sais que la coopération internationale traverse une période difficile. Il est peut-être de bon ton, dans certains milieux, de rejeter le multilatéralisme. Les contributions financières sont peut-être mises en doute, mais le dévouement de notre personnel ne l'est pas. Et dans un monde où la coopération est mise à rude épreuve, et où nos défis sont plus interconnectés que jamais, nous devons nous souvenir de l'exemple donné par nos collègues disparus, et du travail accompli chaque jour par ceux qui perpétuent leur héritage. C'est pourquoi je réaffirme: nous ne dérogerons pas à nos principes. Nous n'abandonnerons pas nos valeurs. Et nous n'abandonnerons jamais. Merci. Mon message aux dirigeants et aux délégations du monde est qu'il est absolument essentiel de maintenir la perspective de la solution à deux États face à toutes les horreurs dont nous sommes témoins à Gaza et en Cisjordanie. Et à ceux qui doutent de la solution à deux États, je demande: quelle est l'alternative? S'agit-il d'une solution à un seul État, où les Palestiniens seraient expulsés ou contraints de vivre sur leur terre sans aucun droit? Ce serait totalement inacceptable. Je suis fermement convaincu qu'il est du devoir de la communauté internationale de maintenir la solution à deux États et de concrétiser les conditions nécessaires à sa réalisation. Nous ferons tout notre possible. Mais il est clair que nous ne pourrons soutenir efficacement la population de Gaza qu'avec un cessez-le-feu permanent, la libération inconditionnelle et immédiate de tous les otages et un accès illimité à l'aide humanitaire. Nous avons vu, lors des précédentes pauses et des précédents cessez-le-feu, comment il a été possible de mobiliser une aide humanitaire massive pour la population de Gaza. Nous devons que cela se reproduise, et ce, de manière permanente. Bien sûr. Comme je l'ai dit, nous sommes toujours déçus lorsque les cessez-le-feu ne se matérialisent pas, que les otages ne sont pas libérés et que l'aide humanitaire n'est pas distribuée ou est distribuée d'une manière qui met en danger la vie de tant de Palestiniens.
Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde, l'impunité règne partout. Malheureusement, non seulement des humanitaires et des journalistes sont tués, mais aussi des civils dans des situations dramatiques, et l'impunité totale. Et le fait que les divisions géopolitiques maintiennent le Conseil de sécurité paralysé dans des situations comme celle-ci fait que l'impunité perdure, entraînant une immense frustration pour tous ceux qui croient au droit international. Merci beaucoup. Thank you. Gabriel Elizondo from Al Jazeera English. Mr. Secretary General, you said that there must be no room for impunity. Do you think there has been impunity so far and that Israel needs to be held more to account? Unfortunately, today in the world we have impunity everywhere. Unfortunately, we have not only humanitarians and journalists killed, but we have civilians killed in dramatic situations, and there is total impunity. And the fact that the geopolitical divisions maintain the Security Council paralyzed in situations like those makes that impunity remain and remain and remain with an enormous frustration for all of those that believe in international law. Thank you very much. Le 6 juin 2025, Elon Musk a intensifié sa querelle publique avec le président Donald Trump en alléguant que le nom de ce dernier figure dans les dossiers non publiés de Jeffrey Epstein, suggérant que c'est la raison pour laquelle ces documents n'ont pas été rendus publics. L'accusation d'Elon Musk ajoute un nouveau souffle à leur conflit en cours, né de désaccords concernant le One Big Beautiful Bill de Trump, une vaste proposition fiscale et budgétaire. Musk a qualifié ce projet de loi d'abomination répugnante, affirmant qu'il augmenterait le déficit fédéral de 2000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie et démantèlerait le département de l'efficacité gouvernementale, DOGE, une initiative qu'il soutenait fermement. En réponse, Trump a exprimé sa déception envers Musk et a laissé entendre que sans son soutien, il aurait perdu l'élection de 2024, insinuant que son influence politique était cruciale. Musk a répliqué à ses propos sur les réseaux sociaux, accusant Trump d'ingratitude et affirmant que son implication avait été cruciale pour sa victoire. Cette querelle a conduit Trump à menacer publiquement de révoquer les contrats gouvernementaux de Musk, aggravant encore les tensions entre les deux hommes. La Maison-Blanche a rejeté les accusations d'Epstein portées par Musk, les attribuant à son mécontentement face aux propositions législatives de Trump. Trump a publiquement reconnu avoir entretenu des liens avec Epstein, mais s'est distancié après une dispute en 2004, et n'a jamais été impliqué dans les crimes présumés d'Epstein. Cette accusation a intensifié la querelle publique, attirant l'attention de ses alliés politiques et des médias. Cette rupture spectaculaire marque la première rupture significative entre Trump et un proche conseiller lors de son second mandat, suscitant l'attention et les spéculations dans les milieux politiques et économiques. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'UCL, 4 dirigeants multilingues, Jérôme Laurent et son ami Denise Garnier, prononceront un discours sur la déclaration du chef suprême de Robloxia sur les relations bilatérales franco-américaines et l'organisation de la reconnaissance dans les plans tarifaires. Ce sujet sera commenté dans un reportage vidéo. Lors d'un forum politique de haut niveau organisé aujourd'hui lors de la conférence de presse de l'UCL, Denise Garnier et Jérôme Laurent, personnalités influentes, ont débattu avec les leaders d'opinion Céline Martin et Marcel Martin des défis urgents auxquels sont confrontés la gouvernance nationale et la coopération internationale. Cet événement a suscité un vif intérêt, le quatuor ayant analysé des questions allant de la réforme économique à la stabilité géopolitique dans un monde de plus en plus interconnecté. Denise Garnier, reconnue pour son approche pragmatique, a souligné la nécessité d'une gouvernance transparente et d'une élaboration de politiques innovantes pour lutter contre les disparités économiques. Jérôme Laurent a apporté une perspective aguerrie sur les relations diplomatiques, appelant à une collaboration renforcée entre les nations pour faire face efficacement aux crises mondiales. Céline Martin, leader politique dynamique, a souligné l'importance d'intégrer les avancées technologiques dans l'administration publique, plaidant pour la transformation numérique comme catalyseur de progrès. Son homologue, Marcel Martin,
a mis l'accent sur le développement durable et l'urgence de politiques respectueuses de l'environnement et alignées sur la croissance économique. C'est avec un profond sens des responsabilités et une clarté d'objectifs que je m'adresse à vous aujourd'hui concernant les dynamiques complexes des relations bilatérales entre les États-Unis et la France, ainsi que leur rôle vital dans la définition des cadres économiques mondiaux, en particulier en ce qui concerne les plans tarifaires régissant le commerce international et la coopération. En tant que dirigeant suprême de Robloxia, une nation positionnée de manière unique au carrefour de l'innovation, de la gouvernance et de l'interconnectivité mondiale, j'ai observé de près l'évolution des interactions entre ces deux nations clés, les États-Unis d'Amérique et la République française. Leur relation n'est pas une simple formalité diplomatique, elle constitue une pierre angulaire de l'ordre international contemporain, influençant les courants économiques et politiques qui traversent les continents. L'organisation de la reconnaissance dans les plans tarifaires entre les États-Unis et la France est une question d'une importance capitale. Les tarifs, en tant qu'outil de politique économique, remplissent plusieurs fonctions: protéger les industries nationales, réguler les équilibres commerciaux et parfois affirmer une influence géopolitique. Cependant, dans notre monde interconnecté, les politiques tarifaires doivent dépasser le simple protectionnisme pour évoluer vers des cadres favorisant le respect mutuel, la prospérité partagée et la reconnaissance équitable des réalités économiques de chaque nation. C'est ici que les convictions de Robloxia trouvent un écho. Nous affirmons que les plans tarifaires doivent être organisés avec un engagement explicite envers la transparence, l'équité et l'adaptabilité. La reconnaissance inscrite dans ces plans n'est pas une simple formalité procédurale mais un élément critique de confiance et de collaboration. Reconnaître les forces économiques distinctes et les défis de chaque partenaire est essentiel pour éviter des impositions unilatérales susceptibles de déstabiliser les marchés ou d'éroder la bonne volonté diplomatique. La relation bilatérale États-Unis-France constitue un exemple remarquable de la manière dont la reconnaissance peut être institutionnalisée. Par le dialogue continu, la négociation et les concessions mutuelles, les deux nations ont démontré que les accords tarifaires ne sont pas des édits statiques, mais des documents vivants, sensibles aux fluctuations économiques et aux exigences mondiales. Cette approche dynamique garantit que les plans tarifaires servent de pont plutôt que de barrière. La position de Robloxia préconise l'adoption de principes similaires à l'échelle universelle. Dans l'organisation des plans tarifaires, chaque nation, quelle que soit sa taille ou son pouvoir, doit se voir accorder la reconnaissance de son contexte économique spécifique. Cette approche garantit que les tarifs ne deviennent pas des instruments de domination, mais des mécanismes de croissance équilibrés et de coopération. De plus, le dialogue entre les États-Unis et la France dépasse les considérations économiques pour englober des valeurs partagées de souveraineté, de sécurité et de développement durable. Ces dimensions soulignent la complexité des relations bilatérales et la nécessité d'une reconnaissance globale dans les arrangements tarifaires. En prenant une reconnaissance accrue, Robloxia souligne également l'importance de l'engagement multilatéral. Si les relations bilatérales forment la base, l'inclusion des institutions mondiales et des blocs régionaux est indispensable pour créer des cadres tarifaires reflétant les réalités diverses de notre économie globale. La coopération à tous les niveaux renforce la légitimité et l'efficacité. Par ailleurs, la technologie et l'innovation, domaines dans lesquels Robloxia a beaucoup investi, doivent être intégrés à la modernisation des plans tarifaires. Le commerce numérique, les droits de propriété intellectuelle et les flux de données exigent des considérations tarifaires prospectives et inclusives, protégeant les intérêts de toutes les parties concernées. En conclusion, les convictions de Robloxia concernant les relations bilatérales États-Unis-France et la reconnaissance dans les plans tarifaires s'enracinent dans une vision de justice économique, d'intégrité diplomatique et de solidarité mondiale. Nous appelons toutes les nations à embrasser la transparence, le respect mutuel et l'adaptabilité dans l'organisation des politiques tarifaires, garantissant que ces outils favorisent la paix, la prospérité et le progrès partagé. Je vous remercie. Ensemble, les dirigeants ont souligné l'importance de l'unité et des stratégies avant-gardistes pour relever les défis contemporains. Leur dialogue a reflété un engagement commun à concilier intérêts nationaux et responsabilités mondiales, visant à favoriser la résilience et l'adaptabilité des structures de gouvernance. La discussion s'est conclue par un appel à une plus grande participation citoyenne et à une élaboration de politiques inclusives. Reconnaissant que la complexité de la gouvernance moderne exige une collaboration entre les sphères politiques, sociales et économiques. La convergence de ces voix influentes devrait façonner les orientations politiques futures et inspirer l'action collective. Chaîne de télévision française 3,
Le jour de l'information. Le 6 juin 2025, le président Donald Trump a annoncé une nouvelle interdiction de voyager visant les citoyens de 12 pays, invoquant des préoccupations de sécurité nationale. Les pays concernés sont l'Afghanistan, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, l'Iran, la Birmanie, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. De plus, des restrictions partielles ont été imposées aux voyageurs en provenance du Burundi, de Cuba, du Laos, de la Sierra Leone, du Togo, du Turkménistan et du Venezuela. Les citoyens de ces pays sont désormais soumis à des restrictions en matière de visa touristique ou étudiant et de résidence permanente. L'administration justifie cette mesure par les risques terroristes, la faiblesse des contrôles des voyageurs et le refus d'accepter les personnes expulsées. Des exemptions s'appliquent aux titulaires de la carte verte, aux doubles citoyens américains, aux réfugiés acceptés, aux principaux alliés afghans et aux athlètes participant à des événements majeurs comme la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et les Jeux Olympiques de 2028. Les réactions à cette interdiction ont été mitigées, certains pays exprimant des critiques tandis que d'autres se sont montrés disposés à engager un dialogue diplomatique. Démocrates et critiques ont dénoncé cette interdiction, la qualifiant de discriminatoire et d'inefficace. Cette décision fait écho aux précédentes interdictions de voyager imposées par Trump lors de sa présidence, levées par le président Biden en 2020. Par ailleurs, un juge fédéral a émis une ordonnance restrictive temporaire bloquant la dernière proclamation du président Trump visant à interdire aux étudiants étrangers de fréquenter l'université Harvard. Cette mesure a été perçue comme une tentative de réduire les inscriptions d'étudiants internationaux, qui représentent environ 26% de la population étudiante de Harvard et contribuent de manière significative à la recherche et aux études. L'université a intenté une action en justice, arguant que cette ordonnance constituait des représailles illégales après que Harvard eut résisté aux exigences de la Maison-Blanche. Le tribunal a reconnu que cela risquait de causer un préjudice immédiat et irréparable. Une audience est prévue le 16 juin pour déterminer si l'interdiction sera maintenue. Ces événements ont suscité des inquiétudes parmi les étudiants internationaux et les établissements universitaires quant à l'impact potentiel sur l'enseignement supérieur et aux implications plus larges pour la politique d'immigration américaine. Merci beaucoup d'avoir regardé les nouvelles d'aujourd'hui, ici Albert Rochefort, je vous quitte, et le prochain journal sera lundi à la même heure que moi, alors passez un bon week-end, passez une bonne journée, bonne nuit, au revoir et à lundi. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.